Depuis plusieurs années, nous assistons à une véritable renaissance du métier de brasseur. Il y a 15 ans, il y avait seulement 120 brasseries ou microbrasseries réparties dans toute la France. Aujourd'hui, on en compte plus de 1300 et dans ce secteur, tous les indicateurs sont au vert. Je suis Olivier Malcura, je suis journaliste. J'ai toujours bu de la bière avec modération, mais j'ai découvert la bière lorsque je suis arrivé dans le Nord il y a 12 ans. Derrière la mousse se cache le brasseur, ce sont des gens généreux, authentiques, passionnés, avec une histoire singulière. Dans cette première saison, au rythme d'un vendredi sur deux, je vous emmène à la rencontre de brasseurs des Hauts-de-France. Épisode 10, Olivier de Bruckère, la brasserie lilloise à Ronques, dans le Nord. Implantée dans une zone industrielle de Ronques, à 2 pas de la frontière belge, la brasserie lilloise est une jeune brasserie qui a tout d'une grande. Elle a commercialisé ses premières bières à l'été 2017 et depuis ne cesse de grandir et de se développer. Son fondateur, Olivier de Bruckère, propose des produits authentiques, naturels, issus de matières premières régionales et s'inscrit ainsi dans le savoir-faire et la tradition brassicole la plus noble des Hauts-de-France. La première gamme permanente de la brasserie lilloise a été baptisée Lidéric, du nom du géant, fondateur de la ville de Lille. Rencontre avec Olivier de Bruckère, fondateur, lui, de la brasserie lilloise. La brasserie est toute jeune puisque le matériel est arrivé sur site en avril 2017. Alors forcément, le temps d'installation, c'est quelques mois et on a pu brasser les toutes premières bières tout début de l'été 2017. Donc fin juin 2017 et forcément il nous faut quelques semaines pour sortir une bière. On a pu commencer à commercialiser les premières bières, donc c'était la Lidéric blonde et Lidéric triple la fin de l'été 2017, donc à peu près vers fin août. Quand on démarre comme ça, qu'on est toute jeune brasserie, tout jeune brasseur, on commence par quoi ? Une fois qu'on a produit, c'est quoi l'étape suivante ? L'étape suivante, c'est tout simplement de prendre son bâton de pèlerin et aller frapper à toutes les portes, donc aussi bien des bars, des caves, pour leur parler du produit, pour leur faire découvrir le produit en espérant qu'ils référencent la bière. Et ça marche ? Les bars, les caves sont réceptifs ? Elles sont assez réceptives, mais en même temps, elles ont déjà parfois des rayons en bière qui sont assez larges. Donc les débuts sont un peu difficiles. Il faut le temps de se faire connaître, de commencer à créer son image de marque et sa clientèle. Donc chaque nouveau client, c'est une victoire et puis ça motive pour la suite ? Effectivement, les premiers cartons, on était super heureux de les avoir vendus. C'est une accumulation de petites victoires qui fait qu'aujourd'hui, les volumes deviennent intéressants. Rapidement derrière, tu as lancé une bière rouge ? Oui, alors effectivement, fin 2017, on a eu envie de faire une bière rouge, puisque c'est un type de bière qui me plaît assez bien, à condition que ça ait un goût de bière, et pas simplement une limonade alcoolisée. Et de fruits peu sucrés. Donc c'est vraiment là-dessus que l'on a travaillé pour créer notre bière rouge. Donc vraiment une bière artisanale sans édulcorant, sans colorant, sans arôme artificiel. Donc de la bière et du fruit et rien de plus. Donc au départ une blonde, ensuite en même temps que la blonde une triple, la troisième bière c'est une rouge et puis en 2018, donc l'année suivante, 2 nouvelles bières viennent enrichir cette gamme de bières Lidéric. Tout à fait. Ensuite, on a créé la Lidéric Saison, qui est un type de bière à part entière. Ça n'est du coup pas une bière saisonnière, c'est le type de bière qui se brassait beaucoup dans la région avant l'essor des pils. Puis, fin du printemps, une blanche. Donc aujourd'hui, la gamme permanente, c'est 5 bières. Peut-être d'autres à venir cette année, en 2019 ? Alors effectivement, la gamme Lidéric, c'est 5 bières. Donc la blanche, saison, blonde, rouge et triple. À ce jour, elle n'a pas forcément vocation à s'agrandir. Par contre, nous avons quelques idées pour créer une autre gamme de bières sur des bières peut-être un peu plus spécifiques, notamment sans doute une brune, des bières vieillies en fût de chêne. Mais ça, c'est pour un peu plus tard, courant 2019. T'as envie de faire quoi ? Cette nouvelle gamme, c'est d'aller chercher, déjà de se faire plaisir avec des bières différentes. C'est aussi proposer des bières que l'on n'a pas dans la gamme Lidéric classique,
Donc peut-être des bières un peu plus pointues, un peu plus spécifiques, pour des palais un peu plus habitués à des bières avec plus de caractère. Là, on se trouve dans ta brasserie, dans ton bureau. Donc, c'est une brasserie flambant neuve, installée dans une zone industrielle à Ronques, hein, dans la métropole lilloise. C'est déjà une belle brasserie. Enfin, j'ai visité des brasseries qui avaient 1 an et demi, 2 ans d'existence et qui n'en sont pas à ce niveau de capacité de production et à ce niveau de luxe, entre guillemets. Alors de luxe, je ne sais pas si on peut parler de luxe. Alors je suis parti en fait du constat que beaucoup de brasseries qui se lançaient finalement arrivaient à leur capacité maximale de production rapidement. Et j'ai voulu éviter cet écueil en effectivement investissant peut-être un peu plus sur le matériel et de pouvoir du coup voir l'avenir un peu plus sereinement si la production se vendait bien. Donc aujourd'hui, tu as quelle capacité ? Alors aujourd'hui, je suis limité par la capacité de fermentation à garde, donc le nombre de fermenteurs, et j'ai une capacité grosso modo de 3000 hectos par an. Mais ça va se développer. Mais ça va se développer puisqu'on pense cette année déjà atteindre les 3000 hectos, donc de nouveaux fermenteurs sont en commande pour une livraison fin d'année. Tu as un parcours qui n'a rien à voir avec le milieu de la bière, hein. Tu viens d'une famille d'entrepreneurs, tu as été bercé par l'entrepreneuriat. Avant ça, tu étais dans les finances, donc rien à voir avec la choucroute. Comment est-ce qu'on en vient à retourner sa veste pour devenir brasseur ? Alors effectivement, j'étais pas brasseur. Ça fait finalement que quelques années que je suis dans la région. Je travaillais en finance, mais il me manquait un petit quelque chose pour vraiment m'épanouir. Je brassais un peu à la maison, donc des petits brassins de 20 litres tout grain pour faire de la bière pour moi et mes amis l'été. Et comme je cherchais un projet, à un moment j'ai eu le déclic, je me suis dit effectivement pourquoi pas créer ma brasserie. C'est osé ? Sans doute, mais il y a un marché, la bière est vraiment un produit qui me plaît beaucoup et je me voyais bien en faire mon métier. Et alors, dans une famille d'entrepreneurs, comment est-ce que ça a réagi autour de toi quand tu es arrivé en disant ça y est, j'ai trouvé, j'ai une idée, j'ouvre une brasserie ? J'ai eu vraiment tout leur soutien pour me lancer. J'ai été épaulé. Quand on crée, tout n'est pas forcément tout rose. Il y a des moments un peu plus sympas que d'autres. Il y a beaucoup de moments sympas. Et j'ai eu toujours ma famille qui était derrière moi pour m'épauler et motiver à avancer. Dans ta famille, tu as des origines belges. Ça joue dans cette décision de se lancer dans le métier de brasseur ? Alors, ça joue certainement, dans le sens où il y avait toujours plus de bière à la maison que de vin. J'ai pas toujours habité dans des régions brassicoles, donc ça m'a permis finalement de me faire le palais, de découvrir les différents types de bières, de les apprécier. Par la suite de commencer à brasser un peu chez moi et puis de fil en aiguille créer ma propre brasserie. Et quand on arrive comme ça sur le marché de la bière avec son bâton de pèlerin, t'étais serein, t'étais confiant, t'as eu des doutes ? Alors quand on arrive avec son bâton de pèlerin, des doutes, il y en a eu beaucoup, il y en a toujours un peu tous les jours, sinon ce serait pas drôle. Mais on a été plutôt bien accueillis, aussi bien par nos réseaux de revendeurs, donc cavistes, restaurants, bars, mais aussi par les autres brasseurs de la région. Où il y a vraiment, je pense, vraiment une entraide où on peut discuter assez librement de notre process de fabrication. Alors forcément, les petits secrets de la brasserie, on ne va pas les dévoiler, mais voilà, il y a des échanges, il y a une entraide entre brasseries, et ça c'est quelque chose qui est très chouette, que l'on n'a peut-être pas dans tous les métiers. Oui, donc on ne se regarde pas en chien de faïence, il y a vraiment une solidarité. Ah, très clairement. Toutes les brasseries échangent entre elles. Il y a malgré tout beaucoup d'événements où l'on se retrouve, où on goûte les bières des uns et des autres, et puis on échange librement.
Avant de te lancer quand même, oui, tu brassais à la maison, hein, tu nous l'as dit, mais pour les copains, pour les amis, c'est pas le même enjeu que quand on a des cuves comme celle-ci avec plusieurs centaines de litres à chaque brassin. Tu t'es formé, bien sûr, et c'est à Douai que tu as approfondi tes connaissances et tes compétences. Alors tout à fait, j'ai fait une formation à Douai, puisque avoir un projet c'est bien, se dire que l'on aime faire de la bière pour ses amis c'est une chose, mais j'avais notamment besoin de conforter ce projet et de valider que produire de la bière à plus grande échelle était tout aussi intéressant que de le faire chez soi. Alors là, je ne sais pas si on entend, mais parce qu'on est dans le bureau, la porte est fermée, mais en tout cas, le brassage est en cours. Qu'est-ce qu'on brasse aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on brasse la Lidéric triple. On va voir ? Eh bien, on va voir. Là, on est devant la Rolls. Hein. Qu'est-ce qu'il y a sous le capot ? Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le capot ? C'est une salle de brassage en 4 cuves de 20 hectos. On a derrière 6 fermenteurs de 40 hectos et l'embouteilleuse. Là, ce qu'on entend... Attends, on va rapprocher le micro. C'est le concassage ? Voilà, c'est le début du concassage. On prépare le brassin de demain. Donc, on est en train de concasser les différents maltes en vue du brassage. Alors, le concassage, là... Donc en bas, là, le brasseur est en train de verser ses sacs de grains dans une sorte d'entonnoir. Dans une trémie. Alors effectivement, il verse le malt dans une trémie. On reçoit le malt par sac de 25 kg. Donc il verse ses sacs de malt dans une première trémie. Ça arrive dans le concasseur. Et du concasseur, ça arrive dans un silo de grains concassés. Du coup, le malt est prêt pour demain matin pour le brassage. Donc ça, c'est une opération qui est faite tous les jours ou presque, en tout cas pour chaque brassin. La veille de chaque brassin. Tu utilises combien de sortes de malt ? Alors on utilise les maltes de base, donc ça va être du Pilsen et du Froment, principalement. Ensuite, en fonction des recettes, on peut notamment dans la triple rajouter un peu de Cara Ruby. Ok, on continue la visite ? Là on est au milieu de la salle de brassage. En ce moment, la bière est en cours de filtration, donc on passe de la cuve filtre à la cuve ébu. Donc là on est en train de filtrer la triple, donc la filtration dure entre 2h30 et 3h. Et d'ici 1 heure à peu près, on va commencer l'ébullition. Et rajouter les houblons, bien évidemment. Alors, même question, quel type de houblon Alors les houblons, on les a sélectionnés principalement de la région. On se fournit auprès de la Cope Nord, quasi exclusivement. Il y a juste 2 bières où on a un houblon américain en plus. On utilise en tout 4 sortes de houblons. Ici on a nos fermenteurs. Donc ce sont des fermenteurs unitankes, c'est-à-dire que l'on fait la garde, la fermentation et la garde dans la même cuve. Donc à peu près 1 semaine en fermentation à 25 degrés. Le temps que la levure consomme les sucres et fasse de l'alcool et du CO2. Et ensuite, en fonction des bières, entre 3 et 4, voire un peu plus de 4 semaines pour la triple, en garde. À 0 degré. À 0 degré. Mais du coup, on ne transvase pas, on ne change pas de cuve. Non, c'est l'idée, c'est de ne pas transvaser, tout reste dans la même cuve pendant tout le temps de fermentation et garde. Les seuls transferts qu'il va y avoir par la suite, c'est avant la mise en bouteille ou avant la mise en fût. C'est quoi l'intérêt de laisser la bière dans la même cuve ? L'intérêt, c'est d'éviter de bouger la bière, de faire un transfert. Au moins la bière bouge, au mieux elle se porte. Mais on pourrait faire exactement la même chose si on avait une cuve de fermentation puis une cuve pour la garde, ça marcherait tout aussi bien. Là, ce qu'on entend derrière nous qui fait un raffut terrible, c'est la centrifugeuse. Et effectivement, c'est la centrifugeuse. Donc les bières sont centrifugées avant leur mise en bouteille ou leur mise en fût. L'idée, c'est de pouvoir éliminer l'excédent de levure qui pourrait rester à la fin de la garde. Ça va les éclaircir aussi ? Effectivement, donc ça va éclaircir la bière. On va avoir une bière beaucoup plus limpide. Et dans le verre, ça va être beaucoup plus sympa à regarder pour la consommation.
Donc ici, on est devant l'embouteilleuse. On pose les bouteilles d'un côté, sont d'abord étiquetées, puis rincées. Donc rincer, ça va notamment permettre de bien lubrifier le verre et aider au moment du remplissage pour pas que la bière mousse trop. Donc ensuite rempli, capsulé, on met en carton et ça repart une semaine, 10 jours en chambre chaude pour la refermentation en bouteille. Alors on retrouve aussi effectivement 3 bières lidériques en fût. Ça va être la saison, la blonde et la triple. Ah oui, alors là, on est dans les stocks, et on voit effectivement les tonneaux, les fûts. Là oui, ce sont des fûts de chêne dans lesquels on a mis un peu de bière à vieillir. Donc on est parti pour 6 mois minimum de vieillissement et résultat dans quelques mois. Donc là, ils sont pleins. Là, ils sont pleins, tout à fait. Et ils vieillissent dans quoi? Ils vieillissent dans des fûts de pinot. Mais tu sais toujours pas ce que ça donne. T'as déjà pu goûter? Oui, non, bien évidemment, on a goûté puisque ça fait déjà 2 bons mois que la bière est dans les fûts et le résultat est vraiment très prometteur, ça va être très chouette. Et donc ça sera des bières spéciales, des lidériques collector? Alors effectivement, on va être sur des bières qui ne seront pas forcément proposées toute l'année, où il y a une quantité de bouteilles qui sera commercialisée, et une fois que c'est fini, on partira sans doute sur autre chose. Une fois que ces fûts auront été vidés, c'est terminé, l'histoire s'arrête là. Alors une fois effectivement que les fûts ont été vidés, on a récupéré tout ce qui nous intéressait dans le fût. Donc nous on ne peut pas les réutiliser, en tout cas pour faire vieillir de la bière, peut-être pour des tables basses, ce genre de choses, mais clairement pas pour refaire vieillir de la bière. Mais avant ça, le vigneron a utilisé le fût, lui, pour récupérer les essences du bois. Voilà, exactement. Le vigneron, lui, les utilise généralement une seule fois pour récupérer l'arôme boisé. Et nous, on va l'utiliser une fois pour récupérer ce que le vin a pu laisser de sympa dans le bois. Alors ici, il fait un peu meilleur. C'est la seule pièce chaude de la brasserie, à part peut-être mon bureau. Il fait 26 degrés toute l'année, donc la chambre chaude où la bière reste entre 7 à 10 jours en fermentation, donc le temps qu'elle prenne sa carbonatation naturelle. On trouve effectivement les bières de la gamme lidérique, mais pas que. Il y a d'autres bières, d'autres étiquettes qui se promènent. Alors effectivement, il y a quelques autres étiquettes qui se promènent. On fait un peu de bière à façon, c'est clairement pas la majorité, mais pour certains amis brasseurs notamment, on leur fait leur bière. Quel est l'intérêt pour toi? Alors le gros intérêt, c'est de pouvoir utiliser au maximum la capacité de production. Et l'intérêt pour eux, c'est d'avoir de la bière. Et si demain tes besoins de production augmentent, tu vas quand même réussir à continuer à produire de la bière pour d'autres? Alors forcément, ce sont mes bières qui sont la priorité. Après, les amis brasseurs pour qui on faisait de la bière au début, on va continuer à leur en faire. Donc on a dit que principalement ton réseau de distribution c'était les bars, les restaurants et les cavistes. Pas de grande surface? Pas de grande surface aujourd'hui avec la lidérique. On est aussi sur des réseaux de distribution spécialisés, type Gamme Vert, type VNB, Compagnon des Saisons, ce genre de choses. Mais l'idée, c'est de vraiment garder la marque lidérique pour cavistes, bars, restaurants, donc on va dire réseau CHR, et les réseaux de distribution spécialisés. Du coup, un peu plus tard, arrivera une bière complètement différente, plus orientation GMS. Ce qui peut être intéressant aussi de préciser, c'est pourquoi lidérique. Lidérique, pour nos auditeurs qui ne sont pas du Nord, c'est un géant. La tradition des géants des Flandres, c'est quand même quelque chose de très ancré dans cette région des Hauts-de-France. Alors effectivement, j'ai choisi le nom lidérique puisque ça fait référence aux géants fondateurs de la ville de Lille et je trouvais sympathique de faire revivre le folklore local au travers d'une bière. Et ça, c'est quelque chose qui est un argument supplémentaire quand tu vas proposer ta bière, ça lui donne une identité locale? Alors ça va peut-être être un argument dans certains endroits vraiment très précis. Après, non, je pense pas que ce soit un argument. En tout cas, dès que l'on sort de la métropole lilloise, qu'elle s'appelle lidérique ou autrement, ça va pas changer grand-chose. C'est ce qui est dans le verre qui compte? C'est vraiment ce qu'il y a dans le verre qui compte et que le consommateur trouve une bière qui lui plaise et vers laquelle il a envie de revenir. On va goûter? On va goûter.
Les 5 dernières minutes avec bien sûr l'incontournable dégustation. Qu'est-ce que tu as versé dans nos verres? Donc là, j'ai versé la Lidéric blanche. C'est une bière très légère. On a plutôt travaillé sur le côté citron, citronnelle, avec un nez très floral. Alors on va goûter. Santé. Santé. Donc là, on est sur la blanche. On a voulu prendre un peu les blanches à contre-pied. On a plutôt l'habitude de la coriandre et de l'orange. Et du coup, nous, on a choisi de mettre du citron, qui va donner ce côté citronnelle, citron dans la bière. Deuxième dégustation, c'est la saison. Oui, donc Lidéric saison, donc c'est un type de bière qui était beaucoup brassée dans la région avant l'essor des pils. Donc une bière avec peu de matière en bouche, très légère, mais avec une amertume un peu plus soutenue pour apporter le côté rafraîchissant, même si la bière est bue à température un peu plus ambiante. Au niveau du goût, on va être sur des arômes assez herbeux terreux, de par les houblons que l'on utilise. Et comme je disais, très peu de matière en bouche. Donc très légère à boire et une bière idéale pour l'été, le barbecue. La troisième bière que tu nous proposes de découvrir, c'est aussi la première, c'est la Lidéric blonde. Alors tout à fait, c'est la Lidéric blonde. Donc on est sur une bière 6,5 en alcool. On va avoir des arômes assez floraux, herbacés, des notes, on va dire, sève de pin et fruits jaunes confits. Donc vraiment idéal pour toutes les occasions. Tu nous disais tout à l'heure que tu cherchais à faire des bières qui te plaisent, imprégnées de ta vision de la bière. Qu'est-ce que tu recherches quand tu crées une bière ? Ce que je recherche avant tout, c'est une bière avec laquelle on puisse se faire plaisir, qu'on puisse déguster sans forcément avoir à trop réfléchir et rechercher les particularités. Voilà, je cherche des bières qui plaisent au plus grand nombre. Et qui ne soient pas trop sophistiquées du coup ? Alors, en tout cas sur la gamme Lidéric, voilà, qui ne soit pas trop sophistiquée. On n'est pas sur... Il n'y a pas de stout, il n'y a pas d'IPA, il n'y a pas... toutes ces bières qui à mon sens, sont destinées à des palais un peu plus habitués. Quatrième dégustation, la fameuse Lidéric rouge. Alors tout à fait, Lidéric rouge, en fait on est sur la base de notre blonde à laquelle on rajoute des fruits pendant la fermentation, donc groseille, myrtille. On va vraiment avoir le côté acidulé de la groseille et le tanin de la myrtille. Et tu cherchais une bière qui soit pas sucrée et qui se démarque en fait de ce qu'on a l'habitude de boire en bière rouge. Alors effectivement, très peu sucré, puisque du fait que l'on mette les fruits pendant la fermentation, les levures vont manger les sucres du mou de la même manière que les sucres du fruit. Donc on est vraiment sur une bière très très peu sucrée. On va goûter. Santé. Oui, donc c'est une bière qui se démarque vraiment au goût de tout ce qu'on peut avoir l'habitude de consommer en termes de bière rouge. Et tu me disais que c'est une bière qui t'a ouvert pas mal de portes ? Alors effectivement, c'est du coup une bière qui nous a ouvert pas mal de portes de restaurants, puisque les chefs voyaient assez facilement des associations mets et bières à faire avec cette bière-là, notamment avec un dessert au chocolat, ou parfois avec des fromages. Certains l'utilisent pour faire des sauces. C'est surprenant une bière rouge avec des fromages ? C'est peut-être surprenant sur le papier, mais dans la réalité, ça marche assez bien. Et finalement, on est assez proche des codes du vin. Donc l'association fromage se fait finalement assez naturellement. Bon, on aura fait le tour, la triple. Alors effectivement, on aura fait le tour de la gamme Lidéric et on finit sur la triple. Donc là, on est vraiment sur une bière de dégustation. On est à 9,5, vraiment très ronde, chaleureuse, fruitée. Moi, personnellement, c'est mon petit péché mignon en fin de journée. Une petite triple chez moi en rentrant, c'est très chouette. Donc là, on vient de déguster les 5 bières de la gamme Lidéric. Alors effectivement, on a commencé par la blanche, on a poursuivi avec la saison, ensuite il y a eu la blonde, la rouge, et puis on termine par la triple. Tout ça, c'est toi qui as choisi l'ordre dans lequel on allait les déguster. Évidemment, tout ça, c'est une suite logique, et en même temps, on sent une belle cohérence entre ces différentes bières.
Alors oui, tout à fait. Et, l'idée, c'était de retrouver la même ligne de conduite dans toutes les bières, qu'on puisse se dire, quelle que soit la bière que l'on déguste, on sait qu'elle vient de chez nous. On retrouve vraiment un fil conducteur au travers de ces 5 bières. Et alors, c'est quoi la marque de fabrique de la brasserie lilloise ? L'idée principale, c'était d'avoir la cohérence et qu'il n'y ait pas une bière qui puisse dénoter par rapport à l'autre et que l'on retrouve autant de plaisir à déguster, que ce soit à la blanche, à la triple. À différents moments de la journée, bien sûr. Bien que. Alors effectivement, peut-être différents moments de la journée, peut-être différentes périodes de l'année. Certaines bières vont plus naturellement se déguster en été, et d'autres on va rechercher un peu de réconfort l'hiver dans la triple, par exemple. Pour terminer, tu m'as fait goûter un truc absolument inattendu, une bière rouge qui est en train de vieillir en barrique. Alors effectivement, on a eu envie de s'amuser un peu, puisque c'est sympa d'avoir une gamme permanente lidérique avec des bières très consensuelles, mais on est une brasserie et parfois on a envie de s'amuser un peu plus, et donc on a mis notre bière rouge à vieillir dans un fût de chêne. Et donc ça, ce sera une bière éphémère qui arrivera fin du printemps, début de l'été. Donc cette bière, on va continuer à retrouver le côté un peu acidulé que l'on retrouve dans la lidérique rouge, mais avec beaucoup plus de complexité, et ce sera à mon sens quelque chose de très chouette à découvrir. Merci à Olivier de Brucker, fondateur de la brasserie lilloise, de nous avoir accueillis dans sa brasserie de Ronques dans le Nord, un lieu que je vous invite à découvrir en images sur l'Instagram du Podcapsuleur. On se retrouve aussi sur Facebook et sur Twitter. Rendez-vous dans 15 jours pour l'avant-dernier épisode de cette première saison du Podcapsuleur. Nous découvrirons un autre brasseur des Hauts-de-France. D'ici là, n'oubliez pas de commenter, rajouter plein d'étoiles sur les plateformes d'écoute de podcasts comme iTunes, Google Podcast, Deezer, Spotify ou TuneIn par exemple. Et souvenez-vous, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, alors savourez mais sans forcer.